parce que de toute façon, elle est toujours disponible quand on lui demande quelque chose. Alors, Michel est une, pardon, est une poitevine et elle y tient, n'est-ce pas, à me rappeler chaque fois qu'elle est née à Poitiers, a une formation de juriste, elle a une licence de droit, a fait Sciences Po Paris il y a un certain temps, des études aux États-Unis et a fait son alia où elle a épousé, après l'avoir rencontré à Paris, Michel Mazel, qui est aujourd'hui ambassadeur honoraire et que vous avez l'occasion de voir et d'entendre de temps en temps sur I24. Alors, Michel, outre le fait qu'elle est femme d'ambassadeur et qu'elle l'a suivi partout, est surtout aussi auteur, écrivain, a écrit différents ouvrages, certains qui sont des romans policiers que je vous recommande. J'espère qu'ils sont encore en circulation, entre autres Le Cher de Chevron, La prostituée de Jéricho, qui sont des romans d'espionnage qui se déroulent au Moyen-Orient, dans notre zone, et sur fond du conflit et des relations entre Israël et Palestiniens. Je trouve ça tout à fait intéressant. Pour l'aspect politique des ouvrages de Michel, je ne vous parle pas de ce qui est littérature. Michel a accompagné donc son mari Tzvi au moment de l'ouverture de l'ambassade d'Israël au Caire, puisqu'à ce moment-là, Tzvi, son époux, était premier secrétaire, n'est-ce pas, ou conseiller. Et donc Michel a raconté cette histoire dans un livre qui s'appelle La Maison du Pacha, et que je vous recommande. Pas tellement pour les aspects comment trouver le lieu et la maison qui conviendra à la future ambassade d'Israël au Caire, mais surtout parce que Tzvi ayant été nommé ambassadeur quelques dizaines d'années après, donc Michel, en tant qu'épouse de l'ambassadeur, est retournée au Caire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comme l'évolution de l'accueil qu'ils avaient eu au moment de l'ouverture de l'ambassade et les quelques dizaines d'années plus tard. Et c'est assez triste de constater, comme l'écrit Michel, que les amis de la première heure avaient plutôt tendance à leur tourner le dos quand ils sont retournés en fonction. Voilà essentiellement ce que je voulais dire. Michel a écrit d'autres romans que vous trouverez régulièrement à Paris si vous venez à la vente du livre du Nébrit. Et puis c'est tout, je lui laisse la parole. Elle vous racontera Jérusalem mieux que moi en 1967 au moment de la guerre, parce que moi je ne suis arrivé à Jérusalem que quelques mois après. Voilà. Très bien. Eh bien, est-ce que ça veut dire que je peux prendre la parole? Absolument. Alors, je remercie l'ami Michel pour ses compliments, n'est-ce pas? Et même s'il n'a pas cité mes deux derniers bouquins, mais enfin, on ne peut pas tout avoir. Et je dois dire que je suis absolument ravie de cette occasion de parler de ces journées de juin, parce que après 53 ans, plus personne ne se rappelle très bien de ce qui s'est passé. Et je voudrais donner un seul exemple. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas de la lecture. J'ai pris le Grand Larousse 2020, un énorme bouquin, et voilà ce qu'il écrit sur 1967, guerre des 6 jours, qui permet à Israël d'occuper le Sinaï, la Cisjordanie, la bande de Gaza et le plateau du Golan, dont l'ONU exige aussitôt l'évacuation. Voilà. C'est un peu juste, hein, c'est un peu juste de raconter que la guerre de 6 jours, c'est ce que Israël a fait pour occuper tous ces territoires. Alors, je voudrais qu'on se replonge quelques instants. Je ne vais pas vous parler des batailles, etc. Ce n'est pas mon genre. Mais je voudrais qu'on se replonge quelques instants dans cette Jérusalem de 1967. J'y suis depuis un petit peu plus d'un an, puisque j'ai fait mon allié en avril 1966. Et c'est une petite ville endormie, une petite ville tranquille, parce qu'elle est bien entendu coupée en deux. Elle est coupée en deux depuis que les Jordaniens ont profité de la guerre d'indépendance d'Israël pour occuper la Cisjordanie et la partie est de Jérusalem, et il y a une muraille qui sépare les deux côtés. Alors, petite ville endormie, petite ville encore très provinciale, où il n'y a pas de grands magasins, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de rue piétonne, et tout le monde connaît tout le monde, et c'est encore une ambiance qui n'existe certainement plus du tout.
Et donc, ce mois la guerre de 6 jours, si vous voulez, c'est en mai qu'on commence à se rendre compte qu'il va y avoir une guerre. D'abord parce que la tension n'a jamais cessé. Il faut bien se dire que 1967, c'est moins de 20 ans après 1948. C'est-à-dire que l'État d'Israël n'a pas encore 20 ans. Et depuis qu'il a proclamé son indépendance, il n'a pas connu une journée de paix. Après la guerre d'indépendance, vous avez eu les faits d'Ayoun, les attaques, etc. Ça vous a conduit en 1956 à la à la première opération qui a permis à Israël d'occuper entre autres Gaza, qu'elle a restitué ensuite dans le cadre des accords de cessez-le-feu. Et dans le cadre de ces accords, l'Égypte avait accepté la présence une force tampon, les casques bleus, au Sinaï pour assurer la sécurité d'Israël. Or, au mois de mai, c'est une période de tension extraordinaire. Il y a de plus en plus d'attentats qui viennent de Jordanie, qui viennent de Syrie, qui viennent d'Égypte. Et Nasser, qui est au pouvoir, a l'impression que c'est le moment de faire quelque chose. Et on sent que ce quelque chose ne va pas tarder à se passer. Et le premier signal, c'est le 15 mai, quand Nasser ordonne aux casques bleus de s'en aller. Alors, cette force de l'ONU qui était là pour protéger la frontière israélienne et pour garantir que les accords de 56 soient respectés, l'ONU s'en va sur la pointe des pieds et les pays qui étaient garants de ces accords, comme la France, l'Angleterre, etc., ne font rien du tout. Et les Nations Unies, encore rien. Et si ça vous a l'air quelque chose de pas étonnant, effectivement, ce n'est pas étonnant. À ce moment-là, on se rend bien compte que la situation est très tendue. On sait qu'il y a des mouvements de troupes au Sinaï et c'est le moment où mon mari est mobilisé. Alors, donc, il est mobilisé le 19 mai et je me retrouve donc toute seule avec ma petite fille de 2 ans dans un pays où je suis encore un petit peu à chercher mes marques, mais finalement, comme je dis, on était tous beaucoup plus proches les uns des autres qu'on est aujourd'hui. Et j'avais des voisins sympathiques, etc. Et en fait, ce que nous faisons à ce moment-là, c'est d'aller débarrasser la cave qui était, comment dirais-je, qualifiée du nom pompeux d'abri anti-aérien, mais qui était en fait une cave de rez-de-chaussée, même pas une cave souterraine, où il n'y avait absolument rien, sinon une porte blindée, c'est-à-dire pas de point d'eau, pas de sanitaire, ne rions pas de climatisation, au cas où, et chacun d'entre nous est prié de se faire un petit baluchon qu'il est à côté du lit, si jamais la guerre éclate. Il y en a qui se mettent des sacs de sable devant les portes. Enfin, c'est quand même une période de très grande tension, surtout pour quelqu'un qui, comme moi, n'est là que depuis un peu plus d'1 an, qui se sent la responsabilité d'une petite fille de 2 ans et puis qui se fait du souci pour son mari. Bien. Alors, pendant ce temps-là, les choses continuent à avancer côté égyptien. Il y a des grandes manœuvres avec la Syrie, des grandes manœuvres diplomatiques avec la Syrie et avec la Jordanie. Le roi Hussein vient voir Nasser. Nasser déclare le blocus d'Aqaba et des droits de Tyran, c'est-à-dire qu'il assèche Eilat, qui est la porte d'entrée en Israël d'une grande partie de son commerce, etc., et qui, en droit international, le blocus est un casus belli. C'est-à-dire on a le droit, en droit international, de réagir à un blocus en faisant la guerre. Mais on n'en est pas encore là. Ce qui se passe seulement, c'est qu'on voit à la télévision, non pas à la télévision, car il n'y a pas encore de télévision en Israël, il ne faut pas avancer. En 1967, il n'y a pas de télévision, mais on entend à la radio, on sait qu'il y a des grandes manifestations en Égypte, et dans ces manifestations, dont vous avez peut-être vu des images qui ont été redonnées à l'occasion de tel ou tel anniversaire, une foule surexcitée qui crie « Hitbar el-Yahoud », massacrons les Juifs. Bon, vous allez me dire, non, les gens disent des choses comme ça, mais ils n'y pensent pas forcément. Vous savez, quand on est justement de l'autre côté de la frontière, on prend ça très au sérieux. Et à ce moment-là, donc, pratiquement, les jeux sont faits et le gouvernement israélien, ça nous, les simples citoyens, on ne le saura que plus tard, le gouvernement israélien a pris ses dispositions et la guerre est imminente. Il y a aussi un changement et c'est Moshe Dayan qui prend la tête du gouvernement à la place de
qui prend la tête du ministère de la Défense, pardon, on s'embrouille, ça commence à faire loin, hein, 53. Je ne suis pas sûr que parmi les gens qui m'écoutent ici, il y en a beaucoup qui étaient majeurs en 53. Vous n'êtes pas forcé de me répondre. Bref, on arrive à cette journée du lundi 5 juin. Moi, je suis donc à la maison. La petite jeune fille qui vient garder ma fille est arrivée et je vais prendre mon autobus pour aller travailler, comme tous les jours. Je travaille à l'imprimerie nationale d'Israël, qui se trouvait à l'époque rue Myriam Arash-Monaïm. Ça, je dis ça pour les gens qui m'écoutent d'Israël et qui savent où c'est. Et Myriam Arash-Monaïm, qui est située entre Derer Hebron et Derer Bethlehem, et à quelques centaines de mètres, même pas de la frontière avec la Jordanie. Alors, cette imprimerie d'Israël, à l'époque, elle imprimait les passeports des pays africains et elle fabriquait la monnaie de ces pays aussi. Et donc, on commence à travailler tranquillement. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que l'armée de l'air israélienne a déjà attaqué l'aviation égyptienne et l'a complètement détruite. On ne le saura que beaucoup plus tard. Et il ne faut pas oublier qu'en 1967, je dis qu'il n'y avait pas de télévision, mais il n'y a pas non plus de téléphone portable. Donc, on n'a aucun moyen de se tenir au courant, de s'envoyer des WhatsApp, etc. Personne ne sait ce qui se passe. Et tout d'un coup, je crois que c'est 11h, 11h30 du matin, le canon commence à tonner. Ça a pris tout le monde par surprise. On s'est dit, c'est pas possible, il doit y avoir une erreur, il y a quelqu'un qui a fait une fausse manœuvre, on ne comprend pas. Surtout qu'on sait, on nous a dit, on avait entendu que Israël avait essayé de se mettre d'accord avec la Jordanie pour que la tension avec l'Égypte ne déborde pas sur Jérusalem. Malheureusement, les Jordaniens, eux, étaient convaincus que c'était le moment d'intervenir pour récupérer non seulement l'autre côté de Jérusalem, mais encore un bon morceau d'Israël, et de se le partager avec leurs amis syriens et égyptiens, et ils continuent à bombarder. Alors, c'est une situation qui est tout à fait surréelle. Je suis dans mon bureau, on me bombarde et je sais que ma petite fille est à la maison avec une jeune demoiselle, je ne sais pas comment elle va réagir dans la situation, et donc je veux rentrer chez moi. Mais rentrer chez moi comment? Alors, un de mes collègues se propose à conduire celles qui veulent au centre-ville, tandis que la grande majorité des fonctionnaires préfèrent descendre dans les abris de l'imprimerie nationale, qui avait des abris tout à fait respectables, en sous-sol, bien protégés, avec tout ce qu'il fallait comme point d'eau, et toilettes et tout ce que vous voulez. Alors, le chemin le plus court aurait certainement pour aller de Myriam Arash-Monaïm jusqu'à Saint-Simon, où j'habitais, n'était pas de passer par la rue Agrande. D'un autre côté, si j'étais partie, d'abord, il aurait fallu que je parte toute seule, ce qui était assez stressant. Et ensuite, une grande partie de mon trajet aurait été dans une trajectoire où les mortiers jordaniens pouvaient arriver, et ils sont arrivés, puisqu'ils ont fait beaucoup de dégâts, comme on l'a su ensuite. Donc, je me suis retrouvée vers midi et demi, rue Agrande, que vous connaissez peut-être, pas loin de Mamila d'aujourd'hui, du Waldorf Astoria, etc. Enfin, ce n'était pas la même ambiance, hein. C'était un peu, je suppose que vous avez vu Le train sifflera 3 fois, cette ambiance où il fait chaud, vous avez l'odeur de poudre, vous entendez le canon qui tonne, et vous vous dites, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a 1 an et demi, j'étais à Paris, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on est arrivé là? Mais enfin, on ne pense pas trop à ces questions philosophiques, puisqu'il faut quand même avancer. Il n'y a personne dans la rue. De temps en temps, une voiture qui passe à 100 à l'heure ou plus, je ne sais pas. Et de temps en temps aussi, le coup paraît si proche que j'essaie de me cacher dans une porte cochère. Je ne sais pas combien de temps il m'a fallu pour arriver jusqu'à la maison, mais j'étais un peu paniquée, parce que je me suis dit peut-être que la jeune fille qui s'occupe de ma fille est partie, s'est sauvée, elle est rentrée chez elle. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que la petite est toute seule? Est-ce qu'un voisin s'en est chargé? Quand je suis arrivée, j'ai constaté que non, elle était restée, peut-être parce qu'elle a peur de rentrer chez elle. Et ce qu'on avait fait, c'est que tous les voisins, on était 7 dans cette entrée d'immeuble, dans cette partie de l'immeuble, avaient descendu un matelas dans l'abri antiaérien
dont je vous ai parlé, chaque famille donc avait son matelas sur lequel elle avait mis quelques provisions et les gosses. Naturellement, il n'y avait pas d'hommes, puisque tous les hommes avaient été mobilisés. Donc, on se retrouve là en début d'après-midi, il fait très chaud, et comme j'ai dit, il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de toilette, mais le voisin du premier étage, je dis c'était une autre époque, le voisin du premier étage avait laissé sa porte ouverte et il a dit si vous voulez aller boire ou vous rafraîchir, allez-y. Donc on était là avec les enfants, et plus les heures passaient et plus surtout la télévision, la radio israélienne ne disait rien. On avait des messages codés lors des violons longs, berces, etc. Et donc, on n'avait aucune information. On nous l'a expliqué après la guerre, c'était ce que le brouillard de la guerre. Et pour tromper l'ennemi, pour que l'ennemi ne sache pas ce qui se passe, les ennemis, puisqu'il y avait donc la Jordanie, puis la Syrie et l'Égypte. Et tout ce qu'on avait, c'était les nouvelles de la radio égyptienne en hébreu, qui existait dans un hébreu que je qualifierais d'intéressant, et qui nous racontait que les forces égyptiennes arrivaient sur Tel Aviv, enfin n'importe quoi, mais c'était les seuls qui donnaient des informations, et c'était proprement effrayant. Le seul moment un peu comique a été quand ils nous ont expliqué sur le coup de 10 heures du soir que pendant que les pauvres Israéliens se terraient dans les abris, Lévi Eshkol, lui, le Premier ministre, était dans un hôtel 5 étoiles avec sa jeune épouse Myriam. Bon, on s'amuse comme on peut. Quand même, minuit, on trouvait le temps long parce que les bombardements continuaient. Et Jérusalem est entourée de collines, est faite de collines, et donc chaque coup de canon, il sautait d'une colline à une autre colline, à une autre colline, et on avait l'impression que c'était épouvantable. Et puis, il faisait très chaud, donc il n'y avait rien à faire. On ouvrait la porte blindée qui devait nous protéger, on l'ouvrait régulièrement pour respirer un petit peu. Heureusement, les enfants à ce moment-là étaient petits, donc ils se sont tous endormis les uns après les autres. On n'avait pas des enfants qui pleuraient. On était donc les adultes en train d'essayer de tenir le coup, de se raconter des blagues, de faire quelque chose, parce que c'était quand même extrêmement. On ne savait pas comment ça allait tourner. On savait que l'armée israélienne n'avait pas envoyé de renfort à Jérusalem, puisqu'elle espérait que la Jordanie n'interviendrait pas. Donc il y avait la Hativat Yerushalayim, et qui était là, tout ce qu'il y avait, et tout ce qu'elle pouvait faire, c'était d'essayer d'arrêter les Jordaniens s'ils essayaient de passer la frontière, ce qu'ils n'ont pas fait ce jour-là, mais c'était extrêmement stressant, parce qu'après tout, c'est Hidbar El Yaoud, etc. On se demandait si jamais les soldats jordaniens arrivent à passer côté ouest, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je dis ça parce que on oublie dans ces histoires de guerre, etc., l'individu sur le terrain qui est là, et qui est un pion, qui ne sait pas du tout ce qui peut lui arriver. Et il a fallu attendre 1h30 du matin, une éternité, pour que d'un seul coup, la radio israélienne arrête de diffuser ces messages bizarres et codés, et aussi des airs martiaux, et d'un seul coup, Yitzhak Rabin prend la parole. Et il nous dit, c'est un homme qui n'est pas. Il nous dit avec une certaine sécheresse, voilà, on a détruit l'aviation égyptienne, on a fait ci, on a fait ça. Je crois que le soupir de soulagement qu'on a tous passé, on a dû l'entendre, je ne sais pas, jusqu'à Paris ou presque. Et donc, on a pu s'endormir en se disant, bon, voilà, mais il faut bien se dire, on s'est endormi alors que le canon continuait à tonner. Ce qu'on a su après, c'est que pendant toute cette journée, Israël envoyait des renforts par la route, elle envoyait des tanks par la route, ce qui n'est jamais très recommandé pour les tanks. Normalement, on les fait voyager sur des véhicules spécialisés pour arriver à Jérusalem et pour commencer à défendre la ville. On a su aussi qu'on avait détourné des parachutistes qui devaient sauter au Sinaï pour venir aussi défendre Jérusalem. Donc mardi, on s'est réveillé sur une situation quand même qui était encore très 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 dangereuse, où le canon tenait toujours, mais on commençait à savoir que l'armée israélienne était arrivée, qu'on n'était plus tout seul, et qu'il y avait de l'espoir, qu'on allait peut-être pouvoir respirer, si vous voulez. Donc ça a été une journée où chacun a pu faire un saut chez soi. On a su après qu'il y avait une bombe qui était tombée sur le toit des voisins, prendre un peu de ravitaillement, se rafraîchir un petit peu, et puis retourner à l'abri vite fait bien fait, parce qu'on ne savait toujours pas comment les choses allaient tourner. En fait,
il a fallu attendre le mercredi matin et cette fameuse entrée israélienne dans la vieille ville, cet inoubliable Arabaït Beyadenu, la date du temple est entre nos mains, et le chauffeur, encore une fois, on n'avait pas les images, il n'y avait pas de télévision, mais à la radio, c'était déjà très émouvant d'entendre le chauffard, d'entendre tous ces gens parler, de se dire qu'on pouvait respirer. On pouvait respirer, mais la guerre n'était pas finie. Il faut bien se rendre compte, le mercredi 7, la guerre n'était toujours pas finie, les batailles se continuaient. Ce qu'on sait, c'est que dans l'intervalle, pendant ces 3 jours, les Jordaniens avaient délogé les forces de l'ONU qui se trouvaient dans la maison du gouverneur qui se situe donc côté est, et elle avait proprement mis dehors les gens de l'ONU qui sont venus se réfugier au King David. Et au mardi soir, donc, alors qu'il y avait déjà 1 millier de blessés à Jérusalem, on leur avait demandé s'ils étaient prêts à donner du sang, parce que les hôpitaux en avaient besoin et que ces braves gens de l'ONU ont dit qu'il fallait demander autorisation à New York pour avoir l'autorisation pour savoir si donner du sang pour Israël n'était pas une opération qui était contraire à l'obligation de neutralité à laquelle ils étaient tenus. Eh bien, vous serez très étonné de savoir qu'on leur a dit qu'il n'était pas question de donner du sang aux Israéliens, ce serait un grave manquement à leur neutralité. Bon, je ne jugerai pas ces individus. Le mercredi, donc, on a compris que ça commençait à aller mieux, mais la guerre n'était pas finie, la bataille n'était pas finie. Il y avait l'Égypte, la Syrie et la Jordanie qui étaient encore en jeu, et Tsahal qui agissait sur tous ces fronts. Moi, j'ai eu une relativement bonne nouvelle, je vais dire relativement, parce que mon mari est arrivé. Il est arrivé non pas parce qu'il était démobilisé, il est arrivé parce qu'il faisait partie d'une unité très spéciale, une unité de déminage, et on l'avait donc, son unité avait été envoyée à Jérusalem pour aller désamorcer toutes les bombes qui n'avaient pas explosé. Vous savez, on raconte en Israël, dans le genre des blagues qui font rire jaune, que le démineur ne fait jamais que 2 erreurs dans sa vie. La première, quand il devient démineur. Et donc, j'avais cette situation où Tsi partait le matin, rejoindre son unité et s'occuper au déminage de toutes des centaines, des milliers de bombes qui étaient tombées, dont certaines étaient enfoncées dans des toits, etc. Et rentrait coucher à la maison. Et mes voisines étaient jalouses en disant « tu en as de la chance ». Et moi, je me disais chaque matin « enfin ». Bref, ça c'est un petit à petit, Jérusalem a retrouvé un calme relatif. Comme j'ai dit, il y avait eu 1000 blessés, une vingtaine de morts, des centaines de bâtiments qui avaient été atteints. Et il a fallu encore attendre le 11 juin pour que un cessez-le-feu soit enfin signé. Et c'est alors que s'est passé ce que j'appellerais moi la vraie journée de Jérusalem, parce que le lendemain, donc le 12 juin, juste une semaine après le début de la guerre, on avait enlevé les barrières et il y a eu un mouvement de foule extraordinaire. Tout Jérusalem-Ouest est passé de l'autre côté voir ce qui se passait à Jérusalem-Est, tandis que tout Jérusalem-Est passait de l'autre côté pour voir ce qui se passait à Jérusalem-Ouest et qu'était devenu tel et tel bâtiment ou tel endroit. Il y a donc eu un brassage de dizaines de milliers de personnes pendant des heures, sans police, sans armée, sans quoi que ce soit, et sans le moindre incident. Il n'y a rien eu. Nous, on était une certaine inconscience, on était partis avec notre fille, qui est de 2 ans, pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Donc, il y a eu ce mouvement, ce brassage qui finalement, qui a fait que quand on est rentré à la maison, on avait... D'abord, on était très heureux de voir que tout ça s'était terminé, mais aussi on se disait, ben, dans le fond, peut-être qu'on peut arriver, on va s'entendre, que ça va continuer comme ça. Bon, évidemment, ça c'est pas exactement comme ça que ça s'est terminé. Mais il faut quand même souligner encore une fois que si, en ce matin du lundi 5 juin, si le roi Hussein n'avait pas écouté son ami Nasser lui dire « écoute, j'avance à marche forcée, je vais bientôt arriver à Jérusalem, et si tu ne veux pas que ce soit moi qui y rentre, eh ben, il faut que tu interviennes ». Si Hussein était resté chez lui, eh ben, l'armée israélienne n'aurait pas poursuivi l'armée jordanienne au-delà de Jérusalem et jusqu'au Jourdain.
n'aurait pas donc occupé la Cisjordanie et Jérusalem-Est. C'est des choses qu'on oublie quand on parle que la conquête, vers invasion, vers occupation, etc. On oublie un peu que c'est arrivé de la façon la plus incroyable. C'était un pile ou face si jamais il n'était pas. Bon, on ne sait pas comment les choses se seraient terminées, auraient tourné autrement, mais il y a quand même eu quelque chose de tout à fait extraordinaire dans cette. Certains y voient une main providentielle, dirons, qui ont fait que donc le 11 juin, l'armée israélienne se trouvait au bord du Jourdain. Que voulez-vous que je vous dise encore? Qu'on a beaucoup espéré, qu'on a pensé que ça a été, qu'on allait arriver, que c'était quand même il y aurait la paix, que les pays arabes allaient comprendre, qu'ayant été battus une nouvelle fois, la meilleure solution c'était de venir parler. Mais comme vous le savez, les pays arabes se sont réunis en réunion extraordinaire à Khartoum, la capitale du Soudan, et après avoir longuement réfléchi, à Israël qui leur disait écoutez, faites la paix avec nous et on vous rend tout, sauf Jérusalem. Ils ont dit pas de reconnaissance d'Israël, pas de négociation avec Israël, pas de paix avec Israël. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ces journées de juin à Jérusalem, qui quand même, une fois encore, avait montré la solidarité dont avaient fait preuve les habitants de Jérusalem les uns vis-à-vis des autres, et qui avait montré aussi qu'il y a eu le courage, parce que personne, il n'y a pas eu, les gens sont restés chez eux, il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu de fuite, les personnes n'ont cherché à fuir Jérusalem. Et je crois que c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai. Le plus mauvais, c'est ma fille qui, pendant peut-être encore toute une année, chaque fois qu'il y a un avion qui passait, elle se mettait à pleurer en disant l'Orotsa boum boum, l'Orotsa boum boum, je ne veux pas entendre des booms, je ne veux pas entendre des booms. Et je pense que comme elle, il y a quand même eu des dizaines de petits Israéliens qui ont été traumatisés par cette histoire et par cet épisode extrêmement difficile qu'on a vécu comme on a pu, mais qui, comme je l'ai dit, aurait pu se terminer de façon bien différente et on en était conscient jusqu'à la victoire. Voilà. Alors maintenant, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Merci Michel Mazel pour ce témoignage. Merci pour vos souvenirs si vivaces et merci pour votre capacité à faire vibrer l'audience en les racontant. Alors, si une personne souhaite poser une question, vous pouvez déjà lever la main virtuellement ou reprendre. On est pas nombreux, vous pouvez aussi reprendre. Voilà. Quand les Michel parle au Michel, j'ai vu le doigt levé de Michel. Voilà, rendre la parole à Michel Grimbert. Voilà. Shlomo. Il n'y a pas de raison que ce soit moi qui commence le premier, la série de questions. Michel, en juin 67 et les mois qui ont suivi, on a eu cet échange et j'allais dire presque ce courant d'amitié, puisque même des familles se retrouvaient, des familles arabes, des familles palestiniennes, retrouvaient des familles juives qu'ils avaient connues avant-guerre. On avait encore en vieille ville un certain nombre de vieux arabes qui parlaient yiddish. Il y avait encore beaucoup de juifs qui parlaient l'arabe qu'ils avaient appris dans leur enfance. Est-ce qu'au cours des années, vous avez l'impression que ce courant, j'allais dire, d'amitié, de rencontre s'est maintenu, ou au contraire, la ville, au fur et à mesure qu'elle s'est développée d'une part, et que d'autres problèmes politiques sont survenus, est-ce que vous avez l'impression qu'au contraire, une certaine opposition s'est cristallisée entre les populations aujourd'hui? Ce qui est certain, c'est que la première année, il n'y a pas eu de cette crispation. Cette première année, le contact s'est maintenu. Je sais que moi, j'ai de la famille qui est venue de Paris et on a été se promener avec eux. On a été déjeuner à Jéricho. Les restaurants de Jéricho étaient pleins d'Israéliens. Tout le monde regardait, les gens se regardaient avec beaucoup de curiosité. Ceux qui ne mangeaient pas cachère. Michel, enfin, on a mangé des légumes, voyons. Il y avait quelque chose de... Enfin, c'était extraordinaire. On avait l'impression qu'il n'y avait pas d'hostilité. On ne sentait pas d'hostilité. Je dirais même plus, ça a continué
je dirais presque au-delà de la guerre de Kippour. Parce que je me rappelle, à la veille de la première intifada, donc dans les années 86, si vous voulez, je me rappelle que les Israéliens, les habitants de Jérusalem, continuaient à se rendre dans toute la Cisjordanie, et en particulier à Bethléem, la ville voisine. Et, alors, Michel n'écoute pas, le samedi, vous aviez une file, un embouteillage qui commençait au centre de Jérusalem pour aller à Bethléem acheter des fruits, des légumes, et certaines personnes achetaient même de la viande chez Signora, le grand magasin chrétien de Bethléem. Donc, à Bethléem, on construisait à tour de bras, les chrétiens construisaient des maisons, des magasins, des quantités de nouveaux magasins. Il y avait une ambiance qui, jusqu'à 86, jusqu'à la première intifada, c'était à la limite, si vous voulez, on avait un peu l'impression, parce que avec Israël, les habitants de Cisjordanie connaissaient une certaine liberté, une certaine ouverture. Les premières universités qui n'avaient jamais été créées sous le système jordanien ont vu le jour. Donc il y avait quelque chose qui se passait. Je ne vous dis pas que ça serait arrivé à quelque chose d'idyllique, parce que inévitablement il y aurait eu quand même des mouvements nationaux, peut-être pas nationaux, mais qui demanderaient l'indépendance ou l'autonomie, je ne sais pas. Mais il y a quand même une période où on a pu croire qu'on allait vers une solution, une entente. Et effectivement, vous avez dit qu'il y avait encore des gens qui parlaient arabe. Aujourd'hui encore, il y a énormément de gens en Israël qui parlent arabe. Ceux qui soient venus des pays arabes, il ne faut quand même pas oublier la grande quantité de juifs qui sont venus des pays arabes, contraintés forcés, il faut bien le dire. Mais donc, si vous voulez, il n'y avait pas d'hostilité de la part des Israéliens envers leurs voisins, et il n'y avait pas, on ne sentait pas à ce moment-là d'hostilité de la part des Palestiniens vis-à-vis d'Israël. Maintenant, on ne sentait pas. Il est très possible que la situation, ça couvait sous la cendre, mais c'était des années d'espérance. Bon, est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises? Certainement. Est-ce qu'il y a eu des prises de position politiques? Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y avait, et d'ailleurs, regardez, aujourd'hui, où la vieille ville est donc. Enfin, je ne parle pas à la période de Corona, mais normalement, les Israéliens se rendent en vieille ville, ils se rendent faire des courses, ils vont chez le dentiste, ne riez pas, les dentistes étant beaucoup moins chers de l'autre côté, etc. Il y a une symbiose qui est là. Maintenant, et quand vous parle d'attentats à Jérusalem, ce ne sont jamais, sauf erreur et omission de ma part, ce ne sont jamais des habitants de Jérusalem, des Palestiniens de Jérusalem, qui le font. Ce sont des gens qui sont venus de l'autorité palestinienne ou des villages d'alentour. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'en sais rien. Moi, je fais pas. Je crois que c'est dans le Talmud, vous allez sûrement me corriger, qu'il est dit que le don de prédiction est donné aux très jeunes enfants et aux fous. Alors, je ne suis plus du jeune enfant, folle, j'espère que je ne suis pas non plus, donc je ne sais pas comment les choses vont tourner. Mais ce que je peux dire, c'est que cette période extraordinaire de 67 a été aussi une période de grande innocence, parce que vous le savez, à l'époque, Israël, je vous dis, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas de la vaisselle, par exemple. Je ne sais pas si ça peut. C'était une société beaucoup plus sobre, si vous voulez. C'était autre chose. Bon, vous allez me dire que quand on regarde le passé, on s'imagine toujours que les choses étaient différentes, que vous avez une espèce de coloration nostalgique. Je ne suis pas sûr que ce soit une coloration nostalgique, mais enfin, c'est ça. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Bien, Oui. merci Michel. Y a-t-il Je voudrais juste, pas une question, mais juste faire une toute petite remarque, parce que j'ai l'occasion d'être très très souvent en vieille ville, de rencontrer même souvent les mêmes personnes. Moi-même, j'ai pendant longtemps été chez le coiffeur en vieille ville parce que ça me permettait de bavarder avec les gens. Il y a une chose qui me frappe en tous les cas ces derniers temps, c'est que de plus en plus de gens refusent de vous parler ivrite et vous parlent anglais alors qu'ils parlent parfaitement l'ivrite. C'est juste une toute petite constatation et je me tais jusqu'à la fin maintenant.
Oui, alors ça, c'est un phénomène relativement récent. Euh, je crois que effectivement, c'est politique. Ça me rappelle un voyage que nous avons fait en Allemagne. On était à Dresde, on était dans un restaurant et on voulait commander. On ne parle pas l'allemand, qu'est-ce que vous voulez, on n'a pas toutes les qualités. Mon mari se débrouille en yiddish, mais ça ne suffit pas. On ne pouvait pas commander en anglais, alors que visiblement, le personnel parlait, mais c'était une décision, il ne voulait pas parler anglais. Il a fallu que quelqu'un m'entende dire à si bon, ben, allez, on va aller à McDo. Et à ce moment-là, un des Allemands qui était à côté de nous a demandé au garçon d'aller amener un menu en anglais qui existait. Donc, c'est une façon, si vous voulez, ça prouve que. Mais je voudrais, je voudrais faire un petit parallèle avec notre premier séjour en Égypte de 1980 à 1983, où on n'avait rencontré aucune hostilité du peuple. Je ne parle pas des politiques, mais je veux dire, il y avait aussi cette chose. D'abord, une grande curiosité de voir qu'est-ce que c'était que les Israéliens, et aussi de leur parler. Et il y avait pas, à ce moment-là, il n'y avait pas d'hostilité. Évidemment, après des années de propagande, etc., la situation a beaucoup changé, mais il y avait une disposition à comprendre, à s'entendre, etc. Et c'est peut-être ce qui s'est passé à Jérusalem dans les premières années, avant que la politique ne prenne le dessus sur ce que le genre, ce que j'appellerais le peuple, si vous me le pardonnez, était prêt finalement à s'entendre. Et il est indiscutable que Jérusalem-Est actuellement, quelles que soient les conditions politiques, est admirablement mieux entretenue qu'elle ne l'était sous l'époque jordanienne, que les égouts ont été refaits par la municipalité de la ville, que les rues de la vieille ville ont été pavées, qu'il y a des installations. Enfin, la vie quotidienne a été améliorée. Vous allez me dire que ça ne suffit pas et que les gens, est-ce qu'ils veulent vraiment autre chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas, encore une fois. Et peut-être qu'ils ne veulent pas non plus que leurs voisins les entendent parler hébreu. Peut-être. Je ne sais pas. Je sais que quand on leur parle arabe, ils répondent en arabe. Merci, Michel. Y a-t-il d'autres questions? Oui, une question. Oui. D'abord, merci beaucoup pour ce témoignage si vivant. Quand vous êtes parti le 11 juin voir la partie Est, où êtes-vous allé? Qu'est-ce qu'on allait voir dans la partie Est? Quel genre de quartier? Est-ce que c'était lié au Kotel ou est-ce que c'était d'autres parties? Qu'est-ce qui attirait? C'était pratiquement uniquement la partie vieille ville, parce que le reste n'intéressait pas tellement les gens. Bien sûr, il y en a qui ont voulu aller voir le Mont des Oliviers et le plus vieux cimetière juif du monde. Et je dois dire que c'était un triste spectacle, car vous savez que les Jordaniens, pendant les 19 ans où ils ont occupé Jérusalem, avaient utilisé les pierres tombales de ce cimetière millénaire pour construire des habitations et même pour construire éventuellement des toilettes. Hein. C'était scandaleux. Et pendant cette période aussi, on n'en parle pas parce que ça n'intéresse plus personne, mais enfin, pendant cette période, vous le savez, pendant ces 19 ans, les Juifs, les Israéliens n'avaient pas le droit d'aller de l'autre côté, d'aller au mur des lamentations, d'aller sur l'esplanade du temple, et les Israéliens chrétiens n'avaient pas le droit d'aller à la Via Dolorosa, d'aller au Saint-Sépulcre, etc. Les Jordaniens ne s'étaient pas conduits de la façon dont on demande à Israël de se conduire aux Juifs, dirons-nous. Mais autrement, vous savez, beaucoup de gens ne savaient pas. C'est-à-dire, il y avait les anciens de Jérusalem qui allaient voir les endroits qu'ils avaient connus et éventuellement là où ils avaient habité, puisqu'il y avait un quartier juif, etc. Mais la majorité des gens allaient regarder et allaient regarder autour d'eux. Ils ne savaient pas ils ne croyaient pas leurs yeux, si vous voulez. Donc c'était une découverte plutôt que aller. On ne savait pas très bien ce qu'on allait voir, mais on était content. Et je crois que du côté arabe, ce qui était, alors eux, ils allaient voir effectivement aussi des endroits
qu'ils avaient connu, et effectivement, eux aussi, ils avaient éventuellement vécu, puisque la coupure avait coupé et les Juifs du quartier juif et des endroits où ils vivaient, et les Arabes de la partie de la ville où ils vivaient aussi. Je suppose que tout le monde connaît l'une des histoires les plus drôles de la période, donc de cette occupation, de ces 19 ans où la Jordanie occupait la vieille ville, où un jour, une religieuse qui regardait de sa fenêtre a perdu son dentier qui est tombé de l'autre côté. C'est-à-dire, elle était du côté jordanien et le dentier est tombé du côté israélien. Alors, on a fait intervenir, c'était une mère supérieure, donc c'était quelque chose de très sérieux. Donc, on a fait intervenir tous les interlocuteurs possibles et imaginables. Et l'affaire est arrivée au ministère des Affaires étrangères et on a donc demandé à une jeune diplomate que certains d'entre vous ont pu connaître depuis, qui s'appelle Colette Avital. On lui a demandé de se charger du dentier et de passer de l'autre côté pour le remettre à la mère supérieure, ce qui prouve qu'il y avait de temps en temps des moments d'humanité où on pouvait se rencontrer d'un côté et de l'autre. Mais il y avait aussi de temps en temps des snipers, des tireurs qui se faisaient un carton du côté de Jérusalem sans jamais blesser personne, mais en effrayant un peu quand même les populations. D'autres questions? Oui. Je vais redonner la parole à tout le monde. Ah, tout le monde à la fois. Vous savez, un à la fois, je ne peux pas le faire, je peux plus le faire là. Je pourrais parler encore de cette période et rappeler que l'année 67 et les années précédentes, elles avaient été des années très difficiles en Israël, puisque indépendamment des problèmes de terrorisme, et on se rappelle les faits d'Ayoun, etc., les Égyptiens qui avaient miné un terrain de football, enfin, beaucoup d'incidents particulièrement dramatiques. La société israélienne était en crise. Vous avez peut-être entendu parler de Wadi Salim, une certaine tension entre les communautés et une certaine. D'abord, il y avait une crise économique. Donc, si vous voulez, ce n'était pas des années très faciles pour Israël. Et après la guerre de 6 jours, il y a eu un épanouissement qui a été dû à l'ouverture de nouveaux marchés, etc., qui fait qu'Israël, d'un seul coup, a comme une chrysalide qui ouvre ses ailes. Et donc, si vous voulez, l'impact a été d'une part extrêmement positif pour Israël en tant que pays, et d'un autre côté, a posé évidemment des problèmes de société avec des différences entre les gens qui se sont enrichis et les gens qui le se sont moins. Et puis ensuite, c'est à partir de ce moment-là que vous avez eu ce fameux phénomène des implantations là, qui font beaucoup parler d'elles, mais qu'il faut encore rappeler que si la Jordanie avait accepté de faire la paix avec Israël en 67, Israël aurait rendu la mort dans l'âme, mais aurait rendu la Cisjordanie, et vous n'auriez pas eu ce phénomène qui fait que des Juifs qui ont en fait cru au miracle. Enfin, rien moins qu'un miracle n'avait pu leur permettre de retourner à Hebron, au tombeau des patriarches, dont vous n'avez pas pu accéder pendant des siècles. Et donc, si vous voulez, en fait, cette guerre de 6 jours a été en fait une date fondatrice dans l'histoire d'Israël qui a changé complètement non seulement le pays, mais encore le Moyen-Orient. Et ce qui est intéressant, après je rendrai la parole à tout le monde, c'est que vous regardez autour de vous et vous vous rendez compte que tous les pays, Égypte et Jordanie excepté les 2 pays qui ont fait la paix avec Israël, tous les pays arabes qui n'ont donc pas fait la paix avec nous, que ce soit le Liban, la Syrie, l'Irak, la Libye, sont pratiquement en état n'existent plus. Ils sont déchirés par des guerres civiles. C'est quand même assez curieux de voir que 50 ans après cette guerre, le Moyen-Orient a été complètement transformé
Et on ne sait pas du tout comment la situation va évoluer. Est-ce que la Syrie deviendra la Syrie? Est-ce que le Hezbollah va transformer le Liban? Est-ce que l'Irak va-t-elle être prise par par l'Iran? Toutes ces choses-là sont très intéressantes. Et les seuls pays qui sont restés stables, ce sont la Jordanie et l'Égypte, et ce sont les deux pays qui ont des traités de paix avec Israël. Moi, je fais de l'Asbara, ça vous n'y échapperez pas. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va vous libérer en vous remerciant de ce témoignage, de la force de ce témoignage, et j'espère qu'on trouvera une autre occasion de vous revenir, peut-être de vous parler un peu de littérature, nous parler de vos ouvrages. Si vous avez que vous avez envie que je vienne de vous parler de ce que c'était que de vivre en Égypte pour des Israéliens, ce que c'était que de se trouver de l'autre côté de la frontière, se rendre compte à quel point on était à la fois en pays connu et en pays pas connu, parce que pour les Israéliens, l'Égypte, ce n'est pas vraiment, c'est beaucoup plus proche que pour l'Israélien qui n'y a pas vécu, que la France ou l'Amérique. On y mange les mêmes choses, on y parle des choses que beaucoup d'entre nous comprennent, et donc il y a quelque chose de fascinant d'être un Israélien en Égypte et de pouvoir écouter Kol Israël sur son autoradio en se promenant le long du Nil. Rendez-vous pris, Michel Mazel, pour parler de votre séjour, de vos deux séjours. Je vous recontacte après cette émission. Merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup.